Bonjour et merci à tous d'être présents pour cette table ronde organisée dans le cadre de la tournée des 80 ans de Charente Libre. 2 septembre 44, 2 septembre 2024, 80 ans, c'est un événement dans la vie d'une entreprise. On aurait pu se faire une petite sauterie, une petite fête entre Happy Few et Picassiette sympathique, mais nous on avait plutôt envie de fêter cet événement avec les Charentais, nos lecteurs, car de toutes les valeurs qui fondent CL, la proximité reste notre étendard. On parcourra d'ailleurs la Charente tout au long de l'année, la prochaine étape est le 10 octobre à Cognac. Premier événement donc dans le cadre du forum sport, santé et environnement de Grand Angoulême à l'Espace Cara. Tout le week-end, vous pourrez aller tester des activités. Et donc naturellement, on va aujourd'hui parler de sport et plus particulièrement de quelle ambition pour le sport de haut niveau en Charente. Pour en parler, nos invités qui nous font le plaisir d'être présents. Le premier et cinquième dans la hiérarchie des demi de mêlée du SA15, titulaire du poste de président et un peu papa du club, c'est Didier Pichot, le président du SA15. J'espère que sa voix s'est pas brisée sur un mur briviste comme la mienne hier soir. Merci Didier d'être là. Merci à vous de nous avoir invités surtout. Voilà, il a joué à Brive, Bourgoin, La Rochelle avant de terminer au sommet de la 3e ligne de l'US Cognac et de présider le club de rugby cognacais aujourd'hui. C'est Jean-Charles Vicard, également patron de la tonnellerie Vicard. Il a arrêté de jouer depuis longtemps, mais lui, il a relevé le défi de reprendre un club qui n'allait pas très bien à l'époque. Et ce soir, même s'il a fait l'impasse sur le bus couchette pour traverser la France cette nuit, son équipe va battre pour la première fois Fréjus. Je le sens bien. C'est Patrick Trio, le président de l'ACFC. Bonsoir Patrick et merci. Oui, bonjour plutôt, t'es déjà décalé. Il est invaincu depuis 10 ans sur chaque match auquel il s'est engagé en nom propre. Xavier Bonnefond, maire d'Angoulême et président de Grand Angoulême. Également invaincu Bonsoir. sur le terrain départemental, Célia Elion, vice-présidente en charge des sports et de la jeunesse au conseil départemental. Et enfin, un presque champion automobile, Jean-Christophe Druito, patron de la concession Suzuki Hyundai à Angoulême et d'une carrosserie. Non, je me suis déjà trompé. Je vais le rectifier. Bonsoir et merci de nous inviter. C'est Suzuki, Honda, Mazda, je connais rien en Hyundai, voiture. pas encore. Je suis désolé. Honda et pas Hyundai. Donc Suzuki, Honda. Mais avant de les titiller et de leur passer la parole, on accueille une championne du monde. C'est seulement sa 2e sortie publique avec sa médaille. C'est la nouvelle pépite en devenir de l'athlétisme français. Meta Tumba, championne du monde de 400 mètres junior depuis dimanche dernier au Pérou. 400 mètres haies. Merci Meta avec son coach Nicolas Grimaud. Et nous, on n'a jamais rien gagné avec Eric Fillot, mais je vais lui laisser la parole et on va essayer d'animer ça correctement. Vas-y, Eric. Ouais, Meta, on va commencer avec toi. Championne du monde, donc junior du 400 mètres haies le week-end dernier à Lima, au Pérou, à seulement 18 ans, avec les moins de 20 ans. Tu réalises que c'est un sacré exploit? Je pense que je ne réalise pas encore ce que j'ai réalisé, mais je suis très fière de moi et très contente d'avoir pu m'exprimer comme ça à cette compétition. Tu es rentré lundi soir en Charente. Tu as pris le jet lag, tu as attaqué la fac dans la semaine. C'est compliqué d'atterrir? J'ai pas encore bien récupéré, j'ai du mal à me réveiller le matin, mais ça va arriver petit à petit. Tu avais un petit comité d'accueil à la gare lundi soir? C'est ça, où il y avait mes coachs, mes parents et des personnes qui s'entraînent avec moi toute l'année. Bon. Et maintenant, tu coupes pour un mois, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, je vais me reposer pendant un mois et après ce sera déjà reparti pour une nouvelle saison. Ouais, Nicolas Grimaud, justement, ton entraîneur, Nicolas, tu me disais dimanche dernier que tu accordais gracieusement un mois de congé à Meta, mais tu évoquais aussi plein de nouveaux objectifs pour la saison prochaine. Lesquels? C'est déjà programmé? Alors, on n'en a pas encore parlé avec Meta, mais l'année prochaine, il y aura les championnats d'Europe U20 en Finlande et les championnats d'Europe U23 en Norvège. Donc c'est possible qu'elle fasse peut-être les deux, parce que du coup, actuellement, elle est 2e européenne en moins de 23 ans. Donc elle sera peut-être surclassée par la Fédération française d'athlétisme. Et des objectifs chronométriques quand on voit sa progression? Oui, après c'est vrai qu'avec Meta, on ne parle pas forcément de chiffres, de chrono. On cherche juste à développer le maximum de qualité. Et en général, voilà, si on arrive à bien assembler les pièces du puzzle, le chrono suit, quoi. La réussite de Meta, c'est aussi celle de tout un groupe de travail qui comprend également Lisa Blanc, Noam Tanon, qui était également aux mondiaux juniors au Pérou, et Julie Faure. Oui, c'est ça. On travaille, on va dire, en binôme avec Aurélien Chalard, le préparateur physique du club. On a un groupe un peu élite, on va dire, sur les top athlètes, qu'on essaye d'entraîner sur des créneaux spécifiques pour pouvoir mieux travailler. Après, c'est la réussite d'un club tout entier, parce que Meta, ça fait 12 ans qu'elle est au G2A, elle a commencé en école d'athlétisme et il y a beaucoup d'entraîneurs bénévoles qui l'ont entre les mains depuis plusieurs années et c'est une fierté pour tout un club
voir Meta réussir au plus haut niveau international. Ça prouve qu'on veut faire du très bon boulot, aller au niveau international, au meilleur niveau international, dans un petit département et une petite ville comme la Charente et Angoulême. Oui, c'est ça. Après, on est quand même bien structuré, hein. Le club est bien structuré, il y a beaucoup d'entraîneurs. On a des créneaux de section sportive dès le collège, ce qui permet à des jeunes dès le collège de pouvoir s'entraîner davantage. Ce qui fait qu'on leur propose des 11-12 ans 4 séances par semaine. Ils peuvent s'entraîner 4 séances par semaine. Et donc quand on arrive après comme Meta 5, 6, 7 années bien suivis depuis le plus jeune âge, on peut faire des super résultats au niveau international dès 18 ans, quoi. Meta, qu'est-ce que vous avez ressenti hier quand vous avez été mis à l'honneur devant plus de 7000 personnes à Chanzy à la mi-temps? J'étais pas très à l'aise, mais j'étais très contente de l'invitation et ça m'a fait très plaisir. Il y en a eu beaucoup de sollicitations depuis ce titre et cette médaille de dimanche? Ou pas encore? Du coup, j'ai été invitée au match et j'ai été invitée à quelques interviews aujourd'hui et demain. Alors 7000 personnes, c'est rien, parce que je crois que l'objectif, c'est Los Angeles 2028 et je crois que le stade, il fait 80 000. Il va falloir te préparer quand même. J'ai encore 4 ans pour me préparer, donc je pense que ça va le faire. Eh ben, en tout cas, nous, on tenait à te remettre un petit présent, souvenir de ta médaille. Merci beaucoup. Voilà. Je te laisse la découvrir. Si tu veux, c'est toi qui vois. C'est la page qu'Eric a faite, qui a été publiée dans le journal de lundi. Souvenir de ta médaille. Xavier Bonnefond, c'est lié à Lyon. Quand on a une pépite comme Meta Toumba sur le territoire, comment on fait pour pouvoir l'accompagner jusqu'au sommet et qu'on ne revive pas le psychodrame qu'avait vécu la Charente en 2008 de mémoire ou 2007 lorsque Renaud Lavillenie a quitté Cognac, ce qui avait fait un petit psychodrame local. On peut accompagner une jeune fille comme elle jusqu'au sommet? Alors en tout cas, on essaye. J'observe, je regarde mon vice-président sport à Grand Angoulême, puisqu'on a pris la compétence sport, ou en tout cas en partie. C'est une compétence, je le rappelle, optionnelle, en plus des compétences facultatives. Et dans ce cadre-là, on a mis 3 axes, notamment les grands événements sportifs de haut niveau. On a mis évidemment l'accompagnement des clubs amateurs qui ont la chance de pouvoir porter au haut niveau des athlètes qui rayonnent évidemment toute une carrière, en tout cas on le souhaite pour Meta. Et puis on a mis en place la possibilité d'accompagner financièrement les sportifs de haut niveau, parce que c'est ce qui souvent manque, hein. On l'avait fait pour Sorna Lacoste il y a finalement pas si longtemps que ça, sur aussi sollicitation du club G2A, et il est plus que probable que Meta puisse rentrer aussi dans ce dispositif et qu'on soit appelé demain en tout cas lui proposer un accompagnement financier en plus pour l'aider dans son quotidien, puisque on sait que les sportifs de haut niveau ne sont pas forcément évidemment accompagnés comme il le faudrait, et que leur quotidien, au-delà de la préparation des entraînements, ça génère aussi des coûts et aussi des impacts sur leur carrière aussi personnelle et leur vie personnelle demain. Donc on a en effet une responsabilité. C'est lié au département, il y a également un dispositif pour accompagner individuellement les sportifs de haut niveau? Oui, tout à fait. Alors, sur le même principe, au département, le sport de haut niveau, le sport fédéral n'est pas une compétence obligatoire. Ce qui nous incombe au département, ce sont les activités de pleine nature, les sports de pleine nature. Mais c'est un choix que nous avons fait, un choix qui existe depuis des années. Le département de la Charente, et avant ça, le Conseil général accompagnait déjà les sportifs. Donc oui, c'est un choix d'accompagner ce sport fédéral, et notamment nos sportifs de haut niveau. Tous les sportifs inscrits sur liste ministérielle charentais, les plus jeunes, le plus jeune qu'on accompagne à 10 ans, je crois, ou 11 ans, tennis de table, mais effectivement, on accompagne aussi Meta sur sa carrière sportive. Le sport individuel est important. Effectivement, comme le disait Xavier, les sponsors sont difficiles à aller chercher. Quand on prétend au haut niveau et au très haut niveau, il faut aller chercher du sponsor. Donc les collectivités sont là. Le
premier partenaire institutionnel à démarrer, à accompagner ces sportifs et ces sportives. Et voilà, cette volonté, elle est extrêmement importante. On a une attention toute particulière en ce qui nous concerne pour les sportifs féminines. On travaille des critères, que ce soit pour les clubs, pour les sports co, mais aussi pour les sports individuels. On a la chance de pouvoir travailler de près avec les services de l'État et le mouvement sportif à travers le GDOS en Charente. Donc régulièrement, nous nous rencontrons pour retravailler ces critères. La politique sportive, elle n'est pas figée. Il faut qu'on en évolue. Le sport évolue vite. Il faut que les collectivités suivent. Ok, merci. On va passer au sport collectif. Alors sur notre conducteur, on avait écrit Didier. D'abord, bravo pour la victoire contre Brive. Bon, on avait été un peu optimiste. C'est moi qui l'avais fait, désolé. Elle est bonne, celle-là. Non, mais hier soir, en tout cas, on a vécu un moment super avec 7000 personnes enthousiastes et tout le monde avait la banane en partant malgré la défaite, je pense. Voilà. Le thème de ce débat, c'est quelle ambition pour le sport de haut niveau en Charente? Alors l'ambition du SA15, c'est quoi? L'ambition du SA15, elle sera ce que nous ferons tous ensemble. Le SA15 tout seul n'y arrivera pas. Donc, je suis désolé, je lance un petit peu le débat, mais avec l'aide des collectivités, avec l'aide de tout le monde, avec l'aide des partenaires, le SA15 peut être un vecteur important de l'économie charentaise, et j'en suis convaincu. Quand on voit ce qui s'est passé hier soir encore, et qui se passe à longueur d'année, quand on voit ce qui s'est passé aussi avec les Jeux Olympiques, il faudrait être aveugle pour ne pas s'apercevoir que le sport peut être source de communion et de rassemblement. Voilà, c'est tout ce que je dis, c'est tout ce que je souhaite. Et moi, je souhaite aujourd'hui, effectivement, le SA15 est peut-être un peu plus dans la lumière, mais demain, ça sera peut-être le foot, après-demain, ça sera peut-être la pétanque, mais il faut accompagner ces gens-là parce que c'est le seul moment où le monde entier se réunit. Voilà. On a vu toutes nos divergences qu'on a eues politiquement en début d'année, et on a vu qu'avec les Jeux Olympiques, tout le monde s'est réuni au bout de 8 jours, 15 jours, tout le monde était derrière la même bannière, et c'est ce que je souhaite ardemment. Juste pour terminer avec le SA15, Didier, vous étiez monté en Pro D2 en 2016, en même temps que Vannes. Vannes est en top 14 aujourd'hui. Ça paraît complètement délirant pour vous. Et quelle est la différence, en fin de compte, entre les deux ? Je viens de te l'exprimer, la différence. Il faut que toutes les entreprises, on court derrière les entreprises, on court derrière... je veux vexer personne. On court derrière le monde politique, on court derrière tout le monde. Il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on sente aujourd'hui, on a un levier énorme, il faut en profiter. Et derrière, on s'aperçoit, moi je suis très fier de voir Meta là, qui fait rayonner la Charente. Derrière, on sent qu'il peut y avoir une émulation avec d'autres sports. En fait, il y a un sport qui va nous porter, mais tout le monde, derrière, ça motive tout le monde. Jamais le foot a été aussi présent sur le territoire commercialement. Jamais le foot a été aussi présent, et je t'en félicite, Patrick, malgré... quelque part, on est concurrents, mais on n'a qu'un seul objectif, tous les deux, je crois, c'est faire parler notre département et notre ville que l'on aime. Non. Ça va venir là, c'est Xavier Bonnefond, c'est lié à Lyon. On sait, pour l'un il y a des trottoirs, les autres des routes, une politique sociale, des écoles. Il y a plein d'autres politiques qu'il faut financer également. Mais parlons cash et donc de cash. Vous avez encore des marges de manœuvre pour accompagner ces sports, que ce soit la CFC, le SA15, plus haut, ou vous êtes déjà au taquet et en fait il n'y a pas de débat? Je ne sais pas si on est au taquet. Il faut juste avoir à l'esprit, et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne facilite pas la montée en charge sur plusieurs années, mais la règle budgétaire des collectivités, c'est l'année. Et c'est à l'année que, notamment, l'État nous dit chaque année, vous aurez tant de dotations globales de fonctionnement. Et donc on voit bien qu'en plus, quand la vie politique a des soubresauts, on voit bien que ça peut être encore plus compliqué d'avoir une visibilité. Donc nous, on est obligé, comme vous l'avez rappelé, de faire face à nos compétences obligatoires, aussi à l'histoire. Je rappelle qu'on est aussi dans un territoire qui a aussi un rayonnement fort sur le plan international
sur le plan culturel notamment. Et donc, il est hors de question de tourner le dos à tout le travail qui a pu être fait et à tous les investissements qui ont pu être faits par les équipes d'en place, quelles que soient les collectivités demain. Je dis simplement que la vie d'un club, elle est intense et Didier le sait mieux que quiconque sur le plan des clubs pro. On voit aussi que les organismes nationaux, type fédération, type ligue, ont tendance aussi à augmenter chaque année ou en tout cas très régulièrement les obligations sur les équipements, ce qui n'est pas non plus forcément toujours facile donc à appréhender pour les collectivités en termes aussi de moyens financiers. Et à côté de ça, il faut construire et il faut accompagner les clubs qu'on a sur le territoire. On a la chance d'avoir un club pro. Et ça, c'est important, je crois, pour le territoire d'Angoulême, Grand Angoulême, au milieu du département de la Charente. On a la chance quand même d'avoir des clubs semi-pro comme la CFC, comme aujourd'hui l'ACH, qui est le seul club féminin qui reste à ce niveau-là, puisque avant nous avions aussi le club de foot féminin de Soyaux. Malheureusement, ce n'est plus le cas à ce niveau. Donc on fait en fonction aussi des dossiers, des projets qui sont en cours, qui ont souvent une résonance budgétaire sur plusieurs années, et on essaye de faire au mieux. Je dis simplement que depuis 2017, depuis le budget 2017, puisque Eric rappelait que c'était la montée, c'était 2016, mais la première augmentation budgétaire, notamment pour le SA15, au titre du club pro, qui apparaissait, c'était donc dans le budget 2017, dans nos budgets 2017. À l'époque, ne serait-ce que pour la ville d'Angoulême, nous étions donc à l'époque à 150 000. Aujourd'hui, 7 ans après, j'ai augmenté de 2,5 fois le montant juste pour la ville club pro. Et c'est vrai que nous, 2,5 fois. Donc 400 000. Oui. D'accord. C'est vrai que nous, on raisonne bloc communal. Bloc communal, c'est les 2 communes et c'est agglo. Et c'est vrai qu'on essaye de se parler quand on prend les décisions, en fonction des possibilités des collectivités, en fonction aussi des demandes du club, pour essayer d'être au rendez-vous, ou en tout cas au plus possible le rendez-vous. Donc l'augmentation des deniers et de l'accompagnement, il est là. Est-ce qu'il est là en fonction aussi des obligations qui incombent au quotidien d'un club pro? Ça, c'est autre chose. Mais il est là puisque je ne connais pas depuis 7 ans un seul club sportif ou une seule association dont on a multiplié par 2,5 fois la subvention de fonctionnement. Je ne le connais pas. Parce que depuis 7 ans, ce que je fais, c'est des moins. On fait tous des moins. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un alignement politique pour essayer de trouver le plus possible des solutions pour accompagner les clubs dans les difficultés. Le Covid en a été un, et c'est vrai que ça a rajouté des difficultés pour un club. Là aujourd'hui, on peut voir un mec comme Ben Botica, meilleur joueur top 14 2018 sur la pelouse de Chanzy, ou Johnny May en international. Si on nous avait dit ça il y a quelques années, on aurait rigolé. Pour passer le cran supérieur de la subvention, ou vous les invitez à aller voir le milieu économique? Mais les deux, et sur tous les points, à la fois sur le fonctionnement du club, mais à la fois aussi sur les équipements. Les deux. Je crois que c'est un alignement de tous les acteurs, comme l'a dit Didier, qui est révélateur, ou en tout cas qui est un accélérateur. Voilà, je peux pas dire autre chose, parce que moi j'invite juste aussi à regarder nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos concitoyens, aussi à regarder aussi comment ça se passe ailleurs. Pas très loin, le Stade Rochelet. Voilà, la ville de La Rochelle ne donne qu'en investissement, ne donne rien en fonctionnement. C'est l'agglomération qui donne tout en fonctionnement. Il y a évidemment aussi des contrats sur des codes-parts publics et des codes-parts privés. Enfin bref, il y a une réflexion plus ancienne. Mais avant de passer le cran supérieur, je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est le cran supérieur, je dis simplement qu'on a besoin de garder notre club pro SA15 à ce niveau-là professionnel, comme on a besoin aussi d'accompagner d'autres disciplines. Et si le cran supérieur c'est le top 14, je ne sais pas. Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est qu'au moins on s'installe durablement, au moins au niveau Pro D2. Vous avez évoqué les infrastructures, les équipements, l'investissement. Je crois qu'il y a une réunion très prochainement qui va réunir le dirigeant de plusieurs clubs, dont la CFC et le SA15, au sujet
du stade. C'était une idée de Philippe Boutier au départ, votre président au département, qui voulait plus qu'un stade, mais une arène adossée à un centre de performance, centre d'entraînement qui réunisse le football, le rugby. Concrètement, c'est lié à Lyon. Aujourd'hui, on en est où et avec quel argent? Parce qu'au début, c'était un peu nébuleux. Alors on va refaire un tout petit peu la genèse. Pourquoi cette réflexion? Parce que régulièrement, nos deux clubs nous sollicitent parce qu'ils ont besoin de sponsors. Et pour tirer des sponsors, il faut du réceptif. Ça, c'est la clé. Hein. Aujourd'hui, la réflexion, elle ne peut pas être que sportive. Elle est forcément liée à une réflexion budgétaire. Donc, ces deux clubs viennent nous voir régulièrement, nous disant on a besoin de tant de place, on a besoin de réceptifs, on a besoin de... Et nous sollicitent souvent pour des petits bouts. On fait un petit bout par-ci, on fait un petit bout par-là, nous on a besoin de ça, on a besoin de ça. La réflexion aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'on va arrêter de poser des rustines ou est-ce qu'on réfléchit plus loin et qu'on va chercher un équipement structurant? On y met les moyens qu'on a aujourd'hui, donc on travaille dessus. L'idée, c'était de réussir à avoir une réflexion plus lointaine, plus globale, pour éviter de mettre des rustines tous les 2 ans. C'est pas forcément économiquement très viable, hein, puisqu'il faut y revenir, parce que les choses évoluent, parce que les ligues nous font évoluer aussi les choses sur les équipements. Donc l'idée, c'était de se mettre tous autour de la table, de réussir à travailler sur un projet commun, parce qu'on croit énormément au projet commun. Les collectivités se sont réunies, les clubs se sont réunis. On a travaillé ensemble, on n'a pas travaillé chacun de notre côté. Et cette volonté de travailler au-delà avant l'arène départementale, on réfléchissait à de la mutualisation. On a 2 clubs, 2 stades qui sont côte à côte. Géographiquement, on ne peut pas faire plus près. Il fallait réfléchir à de la mutualisation. Donc on a demandé au club de travailler sur cette mutualisation. On s'est fait accompagner. Et aujourd'hui, on est sur une réflexion qui nous amène à dire qu'il y a des possibilités. Maintenant, je ne vais pas vous parler de chiffres aujourd'hui. On a une réunion de financeurs lundi matin. Il faut qu'on s'aligne aussi. Les clubs ont bien bossé, ont énormément travaillé. On a une étude qui est sortie qui va nous permettre de nous appuyer sur quelque chose de concret. On ne peut pas imaginer les choses, balancer des chiffres comme ça sans avoir de la matière. Donc aujourd'hui, on a la matière. On a la volonté, on a réussi à travailler ensemble. Je reviens dessus, hein. Moi je félicite les clubs qui parfois tout vous oppose, on peut le dire. Aujourd'hui, cet équipement il nous réunit, on est vraiment sur un travail commun, on veut travailler ensemble. On va laisser passer cette réunion de lundi, on va se mettre d'accord, et puis après on reviendra vers les clubs et vous serez informés bien évidemment. Okay. Patrick Triot, pour vous le stade. Pardon Ismaël, je voulais juste en parler un peu avec Jean-Charles parce que je te voyais hocher la tête sur le réceptif. On sait que c'est un problème, le stade à Cognac qui vous... c'est bien pire. Oui, qui vous pose problème régulièrement. Vous en êtes où, vous, au niveau du Parc des Sports? C'est une bonne question. On galère pas mal. On galère parce qu'on récupère un passé. Je sais que c'est difficile en se mettant à leur place pour les élus de pouvoir suivre un club dans une politique, dans une stratégie de développement, parce que comme dans pas mal de secteurs, les gens s'arrêtent pendant un certain temps et puis ça passe. Et pendant ce temps-là, il y a des choses qui sont améliorantes, comme ça peut l'être au SA15, et il y a des choses qui sont détruites. Et à Cognac, j'ai récupéré un club qui a été détruit au niveau de la formation, au niveau des infrastructures, au niveau de l'engouement du public, donc il a fallu tout reprendre à zéro. Et oui, les infrastructures, c'est quelque chose qui est vital pour pouvoir se développer financièrement, parce que c'est que sur les partenaires qu'il faut compter pour qu'un club puisse vivre. Et derrière ça, pas toujours taper sur les collectivités, mais on a besoin de nos partenaires. Il faut leur faire ressentir qu'une journée au stade, c'est une journée conviviale, c'est une journée où ils se sentent bien, ils peuvent faire des rencontres, ils peuvent faire un peu de business. Enfin, tout peut être lié. Donc nous, on part de ce principe-là, mais pour cela, il faut des infrastructures décentes. Il faut être organisé, il faut pouvoir arriver à faire différent des autres. Donc au niveau du réceptif, la partie on va dire conviviale, le déj de l'avant-match, il est hyper important. C'est là où on va fédérer, on va faire parler, où le lundi les gens le bouche à oreille va fonctionner et on va attirer un peu plus de monde le dimanche après. Donc vraiment important, et pour cela il faut être riche en idées, essayer d'innover, essayer de trouver des solutions. Parce qu'en plus,
toi, le stade est dans un espace classé en zone naturelle, ce qui empêche à peu près tout. Il y avait même l'idée à un moment d'un stade privé. Je ne sais pas si elle existe toujours ou pas. Alors, c'était vraiment une stratégie, enfin moi c'était ma volonté, c'était de créer un stade, parce qu'effectivement on a le parc des sports et dans une enceinte classée par le ministère de l'Environnement, donc on a l'Adréal sur le dos, vous connaissez tous les services de l'Adréal qui sont des services un peu psychorigides, et donc on a le parc François 1er et dans les années 1930, le parc des sports avait été classé dans cette superficie, et aujourd'hui on ne peut rien faire. C'est-à-dire, même pour monter un Tivoli, un espace réceptif comme celui-ci, il faut un permis de construire. Donc un permis de construire précaire, mais un permis de construire. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a normalement on n'a pas, c'est la saison, il est démonté. Donc là, à l'heure actuelle, on joue dimanche, on n'a pas de réceptif. Il a été démonté après la fête du Cognac fin juillet. Et aujourd'hui, on attend les services de l'Adréal qui vont passer le 11 et le 12 septembre et qui vont peut-être nous donner l'autorisation de remonter à un espace réceptif. Donc aujourd'hui, on a des gardens, donc des tentes que l'on a mis aux abords de la bodega pour recevoir demain quelques 300 partenaires et leurs convives. Donc c'est en clair, Jean-Charles, ça veut dire qu'il faut déménager. Ouais, il faut déménager, mais pour déménager, il faut pouvoir investir dans un nouveau stade avec des moyens qui sont colossaux. Donc il y a des choses à faire. Et comme le disait Didier, il faut vraiment s'unir pour pouvoir faire des grandes choses. Et on en reparlera tout à l'heure, surtout pour la formation des gosses. Ouais. Patrick, vous aviez un projet de rénovation du stade Lebon à un moment, vous étiez même prêt à engager des fonds privés, il a l'air un peu entre parenthèses. Aujourd'hui, vous attendez les résultats pour une éventuelle cohabitation avec le SA15 ? Alors, on n'attend pas les résultats parce qu'on a contribué, hein, les clubs, et on est vraiment en travail d'équipe, comme le disait Célia. Je voudrais revenir sur deux petites choses. Et je vais essayer de ne pas oublier ta question. Enfin, je vais essayer de répondre. Tu me la reposeras. Eric a dit tout à l'heure un truc qui m'a un peu perturbé. Tu as dit on est un petit département, on est une petite ville. Moi, ça m'agace, ce discours, et on prouve tous les jours dans nos clubs qu'on est capable de briller et d'œuvrer au plus haut niveau. Donc, on ne savait pas, nous, que c'était impossible, donc on l'a fait. Didier a fait de la magie, Cognac fait de la magie, donc les clubs sont capables d'aller au-delà de ça. Et à fédérer des tonnes d'entreprises, il y a, je sais pas, nous, on a 300 partenaires économiques. Je crois que tu en as 301, toi, je crois. C'est ça. C'est ça. 302 puis parce que j'ai signé, je suis venu. C'est vrai. D'ailleurs, on en reparlera. Voilà, donc on est capable de mobiliser quand il y a des projets qui unissent, c'est vrai, qui ont une ambition et autres. Les infrastructures, c'est pour moi, comme tout le monde l'a dit, je vais me répéter, c'est la clé. Voilà, c'est la clé. Aujourd'hui, nous, on a une grande tente que la mairie nous a financée et on a financé l'intérieur, les équipements. C'est la clé. Donc oui, on a posé la question à un moment, voyant que le SA15 avait tout pris avant nous, tout l'argent qu'il y avait dans les caisses. On s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Attends, on ne pédale pas tout de suite, Didier. Je fais exprès. Et donc on a sollicité la mairie d'Angoulême sur un projet où il y avait une initiative où le privé contribuait à hauteur de 50% du projet. Ce projet a été établi à peu près 1 an et demi, 2 ans, et on a travaillé dessus. Voilà, on avait, je crois, avec Xavier et le Grand Angoulême, il y avait un accord pour y aller, avec même, je crois, l'accompagnement de la région. Et Philippe est arrivé avec une idée un petit peu plus posée sur la table, où il y avait une vision beaucoup plus lointaine, de dire, bon, on va arrêter, on n'a pas investi dans les équipements sportifs depuis 50 ans, en Charente, en gros, il faut peut-être voir un peu plus loin. Donc sur cette idée, on s'est arrêté, sachant qu'elle était bonne. Peut-être pas réalisable, mais elle était bonne. Et on a travaillé. Et là, on a travaillé, c'est vrai, de concert avec le SA15. Et on s'est retrouvés, parce qu'on était un peu fâchés. Et maintenant, on s'aime beaucoup. Voilà, depuis qu'on a fait ce travail. Et ça prouve bien que quand on travaille ensemble, et quand on pose un peu les armes, on est capable ensemble de faire des choses. Et je pense qu'il va y avoir un projet qui va sortir. Je pense, moi, j'ai une préférence. Si c'est un stade unique, voilà, on suivra le mouvement. Si il y a une participation à rénover et accompagner le développement du SA15 et de la CFC, nous on fera notre partie et on assumera ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on amènera l'argent pour contribuer à un projet de stade à Lebon qui va nous permettre, à partir de les infrastructures, d'avoir une ambition. Voilà.
Aujourd'hui, juste pour info, nous on a 1,6 million de budget, que j'avais baissé l'année dernière, parce que j'avais senti qu'économiquement, que j'ai baissé pour cette année. On va être obligé de remonter, parce que voilà, on fait 40 millions de kilomètres cette année. On va jouer contre Cannes, qui a 6 millions d'euros de budget, nous on a 1,6 million. Donc c'est 3 fois, Didier. Toi, tu disais tout à l'heure, c'est 2 fois. Tu vois, donc c'est des problèmes parce qu'aujourd'hui, quand on sait que nous, on a 41 salariés au club qui sont payés autour en moyenne de 2200 euros net, d'accord. On a des joueurs en face de nous qui touchent 15 000 euros net en National 2. Donc il faut vite qu'on tranche les infrastructures. Et on va avoir une ambition qui va se poser. On va y revenir sur ces chiffres, mais je crois que Didier veut répondre au fait qu'il a piqué tout l'argent du territoire. Non, j'ai pas dit piqué. Je voudrais m'inscrire en sur 2-3 choses. Parce qu'on a l'air de dire qu'en fait, le SA15 monopolise les aides, C'était une blague, Didier. Même si on les a doublés, il faut savoir ce que rapporte le SA15 sur le département et sur la région. Et je pense que ça, il faut le mettre en parallèle. Aujourd'hui, c'est pratiquement 80 emplois, le SA15. 80 emplois avec des salaires moyens qui sont supérieurs à ceux du foot. Moi, sur tous les joueurs que j'ai, je pense qu'il y a 80 à 90% des joueurs qui ont acheté une maison en Charente. Et pas chez moi d'ailleurs. Mais non, ils sont pas fous. Mais qui ont acheté une maison, qui empruntent, qui ont une famille, qui dépensent de l'argent. Il faut savoir ce que le SA15 rapporte. Est-ce que l'effet de levier SA15 n'est pas plus important? Chaque euro mis au SA15 rapporte peut-être beaucoup plus à la collectivité. Voilà, c'est tout ce que je dis. Aux entreprises. Et aux entreprises, bien sûr. Voilà. Et je te rejoins beaucoup, Patrick, en disant c'est les infrastructures. Aussi bien le foot que le rugby, on a montré qu'on savait travailler, qu'on savait fédérer. Si on a des infrastructures dignes de ce nom, on va attirer encore d'autres entreprises. C'est tout. Si on a ça, on saura faire et on saura développer notre club. Et avec les entreprises. Et on parlait de La Rochelle tout à l'heure. Mais dites voir, à chaque fois qu'on parle de La Rochelle, le rugby et ainsi de suite, on n'arrête pas de parler de ça. Moi, c'est ce que je veux pour mon département. Et c'est ce que je veux pour Angoulême. Ouais, je voulais dire un truc qui me paraît important, vu ce qui s'est passé cet été dans le foot. Je crois qu'un élément important aussi, je pense, ce que je vois là autour de la table, c'est que nous, on est les Charentais. On y est allé avec notre cœur, notre envie de bien faire et sans calcul. Vraisemblablement, Didier, un peu comme moi, je suis né ici en Charente, je vais mourir ici, c'est plutôt bien parti. Donc on a décidé de contribuer. Il est important qu'on ait les gens du territoire qui s'investissent. On a vu ce qui s'est passé à Bordeaux, à Niort notamment, avec des clubs qui ont explosé en vol et qui repartent de zéro. Quand j'entends Jean-Charles qui dit le club a été détruit, et si on n'a pas en plus cette continuité, parce que c'est déjà compliqué, hein, les infrastructures, les budgets, les sponsors, etc. Le sportif, parce qu'il faut aussi gagner sur le terrain, c'est un peu aléatoire. Vraiment, c'est les hommes qui portent ces projets, qui sont importants et qui s'inscrivent dans le temps. Je voulais le souligner. Comment? Alors, Célia me met un coup de coude et me dit « les femmes aussi !» C'est vrai, on en a aussi. Excusez-moi, je suis désolé. Voilà, donc je vais juste le souligner. Ouais, juste Patrick, on en parlait, le foot, c'est beaucoup plus cher que le rugby. Son économie est très gourmande. On a vu justement, tu as parlé les exemples de Bordeaux, de Niort ces dernières semaines. Angoulême, on peut rêver quoi? On peut rêver de quoi à Angoulême? On peut rêver de tout. On avait fait une étude socio-économique, machin, je sais pas quoi, et globalement, quand on regarde Angoulême et la périphérie, on était 111e ville française. D'accord? Donc 111e, nous en National 2, on est à peu près dans, voilà, on est un petit peu plus, mais globalement, ça se tient. Et quand on élargissait à un poids économique Charente, on passait dans on était 28e, je crois. Si on arrive à fédérer la Charente pour le foot. 28e, c'est Ligue 2. Voilà. Donc moi, je pense que à court moyen terme, si on a des équipements dignes de ce nom et qu'on arrive à avoir une ambition posée sportivement, et je pense qu'on peut viser la nationale, court moyen terme. Et puis après, on est à un pas de la... Voilà, hein. L'idée pour moi, quand je me suis investi, c'était de revenir au niveau de 2003, quand Angoulême a quitté la nationale et a eu des difficultés. Voilà. Mais on peut rêver de ça. Et quand tu vois les effondrements, ce qui s'est passé cet été, les effondrements économiques de Bordeaux, de Niort également, Libourne, tu te dis, président d'un club de foot, je suis complètement dingue? Je ne sais pas si c'est complètement dingue. C'est ce que confronté à des budgets de 6 millions. Oui, mais c'est une économie qui est quand même différente. Je me dis pas que je me
me dis pas que je suis dingue. Je faisais un bilan, moi j'étais joueur jusqu'à 32 ans et je suis président du club depuis 16 ans. Donc globalement, j'ai 56 ans, j'ai dû rester 7-8 ans chez moi tranquille, sans faire de foot. Donc c'est une passion, c'est comme ça. Donc non, je ne me considère pas dingue, je considère que j'ai envie de construire ça, donc j'y vais. Je voulais lier l'entreprise avec le sport de haut niveau et j'espère que j'arriverai à rejoindre Didier dans le sport professionnel. Et la deuxième partie de la question, c'était ? Il n'y en avait pas. C'était la première. J'aurais bien répondu quand même. Voilà. De toute façon, Ismaël, il faut... Côté collectivité, juste dire, il faut quand même un grain un petit peu pour être président d'un club, non ? Jean-Charles, comme Didier, pour s'investir, on passe des nuits sans sommeil, non ? Oui, enfin, je pense que c'est surtout, effectivement... C'est des challenges qu'on se fixe. Il ne faut pas être trop passionné parce que la passion peut conduire à faire de grosses conneries. Il faut juste se challenger. Et moi, je me suis dit que j'ai des souvenirs qui sont très forts quand j'étais gamin et que je faisais du bus avec mes potes, qu'on allait jouer sur tous les terrains de France et de Navarre. Et je ne voyais pas Cognac ne plus former de gamins pour vivre ces mêmes moments. Qu'est-ce que les gamins vont vivre demain si la culture, c'est joli, hein, c'est super, mais le sport, c'est quand même, en général, quel que soit le sport, c'est l'école de la vie. Donc c'est encore là où on a des éducateurs, des entraîneurs, des gens qui amènent à nos gamins une rigueur de tous les jours. Et cette rigueur, elle va le servir après au niveau professionnel, dans la vie de tous les jours, pour être avec ses potes dans le personnel dans l'entreprise, mais ça va servir aussi pour les managers, pour pouvoir drainer un collectif, pour pouvoir le manager, pour pouvoir faire évoluer son entreprise. Donc je pense que moi c'est tout ce que ça m'a formé, c'est de dire voilà, je suis passé par ce club, je suis passé par ces éducateurs, ces entraîneurs, j'ai des souvenirs impérissables et je voulais pas que ça s'arrête. Côté collectivité, quand on voit Bordeaux, l'histoire du stade, parce que là on parlait beaucoup d'infrastructures, donc le Matmut qui est vide aujourd'hui, il y a eu le cas à Le Mans avant, Grenoble au foot il y a des années. On tremble un peu du coup au moment de faire de signer l'investissement pour un très gros investissement pour un stade ou une infra. Est-ce qu'on est obligé de faire confiance? Oui, c'est évidemment des questions que se posent tous les élus. Je rappelle que Chanzy, phase 1, c'était donc 1,5 million de reste à charge pour la ville, 1,5 million d'agglo, puisque l'agglo peut se mettre au maximum que au niveau de ce que met les communes. C'est des règlements encore juridiques. Mais c'est un effort considérable aussi pour le Grand Angoulême, et c'est des questions que se pose légitimement un élu municipal, un élu communautaire. Voilà, se pose et pourquoi pas les autres équipements, et qu'est-ce qu'on fera de l'équipement s'il se passe une catastrophe. Donc c'est important d'avoir des présidentes qui soient aussi les pieds sur terre et qui avancent tranquillement pour pouvoir s'installer durablement. Et on voit encore que ça peut être fragile, parce que qui aurait prédit quand même il y a quelques années ce qu'on vit, ce qu'on voit à Bordeaux. C'est catastrophique pour un territoire, je pense, comme celui-ci. Quand je vois la carte des clubs de Ligue 1 et que je vois que le Sud-Ouest est totalement vide, et qu'aujourd'hui on nous explique que le plus en foot, le meilleur club c'est Pau, et après c'est Angoulême et Bergerac. Je dis tant mieux pour Angoulême, évidemment, mais c'est triste. Donc c'est des questions que se posent légitimement, parce que pour revenir quand même sur la question de l'infrastructure, Célia rappelait en effet la volonté de réfléchir globalement. Mais la volonté de réfléchir globalement, on l'a eu aussi, alors plus sur Chanzy évidemment, lorsqu'il a fallu faire des choix. Il a fallu faire des arbitrages après en fonction des enveloppes. Donc en 2017, on pouvait pas tous payer, alors que d'autres aménagements ont été pertinents, important aussi pour le club, et on a essayé de faire à la fois des choix sur ce qui est important pour le club, mais pertinent dans l'ordre des choses en termes d'évolution de l'équipement, pour ne pas avoir peut-être à détruire des choses qui auraient été refaites demain. Donc on réfléchit à chaque fois de manière globale. Donc pourquoi pas, là on a réfléchi aussi de manière globale, on verra en effet dans les prochains jours là où on met le curseur, mais c'est des questions que pose un élu
en disant dans quelques années, on aura mis 6 millions, 7 millions, 8 millions, 9 millions, 10 millions d'argent public, peut-être, je dis n'importe quoi, et à qui ça servira et dans quelles conditions. Ça, c'est, je crois, important parce qu'on est responsable sur l'usage des deniers publics. Moi, le sport, c'est l'école de la vie, mais la culture, c'est aussi l'ouverture sur le monde. Et quand on voit la typologie des familles, des structures, des histoires qu'on a sur le territoire, on a aussi la responsabilité d'accompagner parfois les plus modestes aussi sur l'ouverture sur le monde, sur la formation, sur l'école, voilà. Et le sport, évidemment, c'est important et c'est ce qui fait aussi souvent un point d'équilibre chez beaucoup de gamins. Mais je le dis, l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ajouterais juste, et je terminerai par là, avoir un club pro, c'est important. C'est important en termes de rayonnement, en termes d'attractivité. Si je listais le nombre de chefs d'entreprise, de grandes entreprises, qui disent parfois qu'ils ont du mal à recruter et à faire venir sur le territoire, surtout sur un certain nombre de postes, parce que les familles regardent quelles sont les écoles présentes sur le territoire pour les gamins quand ils seront en âge peut-être de sortir des niveaux 1 et 2 scolaires. Regarde s'il y a une scène nationale, regarde s'il y a donc une offre sportive, s'il y a des clubs pro. C'est tout un ensemble. Et je peux vous dire que certains cadres, certaines familles, que certaines entreprises aimeraient faire venir, y compris sur le territoire, elles ne regardent pas uniquement une chose. Voilà. Donc c'est pourquoi il nous faut évidemment aussi travailler sur le rayonnement. Et je le dis souvent quand je rencontre d'autres maires, ils me disent mais qu'est-ce que vous avez comme chance à Angoulême ? Peut-être que moi je suis préfecture, j'ai peut-être 10 000 habitants de plus sur ma ville préfecture, mais on parle moins de moi, on sait pas, on connaît pas le nom de ma ville, on sait pas où je suis, et qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit la BD, on me dit le FFA, on me dit le SA15. On me dit 10 000 choses. Et donc, c'est un investissement. Et quand je vois que d'autres collectivités, pour faire parler d'elles ou pour essayer d'être attractives ou d'être rayonnantes au plan national, européen, se payent des campagnes de com qui n'auront jamais le même résultat de tout l'investissement des équipes municipales, communautaires, départementales, régionales qui se sont succédées ici jusqu'en Poitou-Charentes et qui ont été à l'œuvre pour faire émerger tout ça, je me dis qu'on a aussi beaucoup de chance. On va pas revenir à l'athlé, Eric. Ouais. Nicolas, on a parlé de chiffres qui doivent vous faire un peu tourner la tête au G2A et dans l'athlétisme, des millions d'euros. Toi, tu me disais récemment, l'athlétisme, c'est pas forcément un sport qui coûte cher. Pour performer encore plus, vous avez besoin de quoi, vous, au G2A ? Je sais pas, en tout cas on n'est pas sur ces chiffres-là, on a un budget de 500 000 euros, donc ça n'a rien à voir. Après, pour une saison, pour Meta, avec 50 000 euros sur une année, t'es très bien, et c'est une athlète qui potentiellement peut faire des Jeux Olympiques dans 4 ans, donc voilà. Tu me disais en termes d'infrastructure, une salle, ce serait peut-être pas mal l'hiver ? Ouais, on a de la chance d'avoir un beau stade à ma campagne, mais c'est vrai que l'hiver, on n'a pas d'endroit où s'entraîner, et sur un sport comme l'athlétisme, il y a beaucoup quand même de blessures musculaires et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi l'hiver, donc c'est vrai qu'on perd un peu de temps l'hiver. On trouve des solutions pour s'adapter, mais c'est forcément un frein à l'heure actuelle pour nous, toute cette période un peu hivernale pour l'entraînement. Ouais. Meta, tu confirmes, c'est dur l'hiver dehors dans le froid ? Ouais, c'est pas toujours facile d'arriver à se réchauffer pour s'entraîner comme il faut. Là aujourd'hui, il y a un groupe d'entraînement avec une belle densité qui leur permet aussi de progresser ensemble. Il y a un coach. Mais c'est pas que ça en athlétisme, il faut aussi en général un accompagnement médical pour revenir après les blessures, tout ce qui concerne la récupération, une salle l'hiver, les soins. Un jour, il faudra quand même aller à l'INSEP, où cette infrastructure qu'il y a autour de l'athlète, vous pouvez la voir ici. Pour l'air convaincu. C'est sûr qu'on n'a pas tout ça, après on arrive quand même à s'adapter, on a une cellule médicale avec des professionnels avec qui on travaille, on investit dans des bottes de pressothérapie, enfin, voilà, on essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a.
Après, l'INSEP, c'est pas un gage de sécurité. On le voit, hein, la plupart des médaillés olympiques ne sont pas à l'INSEP. Donc on peut très bien performer dans son club. Je prends l'exemple de Christophe Lemaître, qui est sûrement l'un des plus beaux palmarès de l'athlète français. Il est resté toute sa vie dans son club à Aix-les-Bains. Et il a réussi des choses incroyables sur une discipline où peut-être qui est la plus concurrentielle de l'athlétisme. Donc, ouais, Nicolas, le G2A, c'est beaucoup la formation. Tu en parlais tout à l'heure aussi, Jean-Charles, c'est un de tes chevaux de bataille. C'est ça l'ambition principale pour toi aujourd'hui, c'est former des jeunes pour relancer le rugby à Cognac. Oui, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que déjà faire rayonner son département, c'est hausser le niveau des gamins, aller les chercher le plus tôt possible dès le primaire pour leur montrer ce que c'est qu'un sport et essayer de les inonder au plus d'idées, d'essais pour les attirer au stade ou alors sur une piste d'athlé ou sur un terrain de basket, ou enfin, il y a plein de choses. Moi, je sais que j'ai aimé pouvoir découvrir beaucoup de sports et c'est ce que j'ai inculqué à mes gamins, c'est-à-dire que ce soit du ping-pong, du basket, du rugby, du foot, on a tout fait. Juste c'est cet esprit collectif où on se retrouve en 2 contre 2, à 10, à 11, à 15 et de partager ces moments où on boit un coup après, on fait une petite sortie et en fait les gamins c'est ce qu'ils aiment aujourd'hui. Et comment on pourra garder des gamins dans son département au-delà de l'âge de 18-19 ans où là les études poussent à aller à l'extérieur, mais si jamais on a des super éducateurs, des bons entraîneurs, et c'est là où des fois le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas des niveaux de compétences suffisamment élevés, et bien on pourra garder nos gamins. Quand on voit qu'il faut 50 KE pour une athlète comme Meta, est-ce que ça peut amener à un département à Los Angeles? Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut mettre ça soit les élus ou les entreprises, parce que moi je pense que quand on a réussi dans son entreprise à 50 balais, 60 balais, c'est pas 50 000 euros qui va faire peur. Donc je pense qu'on a des entrepreneurs qui peuvent s'engager. Je parle pas de tout le monde. Je pense que c'est un beau marché en Californie en plus pour la tonnellerie, donc je pense que tu peux y aller là, Los Angeles. Non mais je dis pas que oui en 2028 le rugby ne devra pas s'exporter en Californie, même pour la marque Cognac. Cognac c'est une grande marque de produits aux US, et pourquoi pas y aller avec une équipe de rugby pour faire le buzz. Donc voilà, le rugby se développe aux États-Unis par exemple, hein, mais je parle pour d'autres athlètes. Je pense que t'évoquais Lavillenie en 2008, c'est un scandale de l'avoir perdu. Enfin, c'est des jeunes qui peuvent faire rayonner un territoire. Vous avez vu après tout ce qu'il a apporté à la France. Si Meta est dans les mêmes traces, il ne faut pas perdre ces jeunes-là. Justement, tu es chef d'entreprise, tu as présidé l'union patronale, tes collègues charentais, quand tu leur parles de sport, tes collègues chefs d'entreprise, quand tu leur parles de sport, ils te répondaient comment? Ils t'écoutaient poliment et puis après ils retournaient dans leur bureau? Ou ça se passait comment? En fait, je pense que c'est une sensibilité qu'il faut leur apporter. On est chef d'entreprise, on a tous la tête dans le guidon, hein, donc les problèmes du quotidien ne nous amènent pas à prendre assez de hauteur pour voir tout ce qu'il y a autour de nos entreprises. Et qu'est-ce qui pourrait aussi faire rayonner notre territoire? Parce qu'on pense à développer son entreprise, mais au-delà de ça, notre entreprise, elle vit sur un territoire qui, pour attirer des talents, il faut du rugby à haut niveau, il faut du foot à haut niveau, il faut que les talents qui vont arriver dans ce département, ils puissent trouver des activités pour leurs enfants, pour leurs femmes. Enfin, donc ça veut dire que plus nous, chefs d'entreprise, parce que c'est à nous aussi d'impulser ça. Ben moi, quand pour leur mari, hein. c'est hyper important pour nous, entrepreneurs, de commencer à prendre de la hauteur, donc de sensibiliser par des réunions au MEDEF de la Charente, sensibiliser ces entreprises au sport, à pouvoir aussi s'investir dans ce domaine-là, prendre des athlètes sous leurs entreprises, parce que ça fait partie ça fait partie de l'institution. Les entrepreneurs font vivre un territoire.
en majorité font vivre l'économie. Donc je pense aussi qu'ils doivent contribuer à faire grandir nos jeunes et en faire les athlètes de demain. Alors justement, Jean-Christophe Druito, vous êtes chef d'entreprise, donc Suzuki Honda, et vous êtes sponsor depuis de nombreuses années de plusieurs clubs. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous a séduit déjà? De quel club Alors, nous sommes d'abord un groupe local, Suzuki, tu l'as bien dit, Ismaël, Honda, Mazda. On a démarré l'activité avec cette activité de partenariat avec ces trois marques-là. Ça va faire 20 ans. On a rejoint le premier, le SA15, en 2014. Donc j'ai eu la chance de démarrer ce partenariat avant la session en Pro D2. Une superbe aventure. J'entendais tout à l'heure quelqu'un dans le public dire « J'arrive des Jeux Olympiques, on a vibré. » Qu'est-ce que ça fait vibrer? Le sport fait vibrer. Quand on a la chance à Angoulême d'avoir... Parce qu'en fait, on vient de parler énormément d'argent, en fait. On n'a fait que ça, là. D'investissement, d'infrastructure, c'est le jeu, c'est le nerf. 50 000 €, c'est pas beaucoup. Jean-Charles, si, c'est beaucoup. Ça dépend pour qui, bien sûr, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. On est d'accord. Mais aujourd'hui, les acteurs économiques du PME, PMI, c'est important. Mais néanmoins, il y a des acteurs, et moi j'ai envie de dire, c'est une énorme entreprise aujourd'hui quand on arrive en professionnalisme au rugby. L'engagement de certains pour y arriver, c'est colossal. Tu en sais quelque chose. Voilà. Alors nous, on s'en sert avec nos moyens, les trois marques, et très rapidement, on y met la carrosserie, et on y met un peu plus d'investissement, et on y met UCAR récemment monté, qui est une boîte de location. Mais c'est énorme à gérer, et moi je me mets à leur place quand il y a des entreprises à gérer et des clubs importants avec des infrastructures de 80 personnes. Oui, il faut de l'aide. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a suffisamment? Pas suffisamment, c'est le nerf de la guerre. Et nous, on essaye de participer, mais moi je suis là tout seul, mais quand on voit le nombre de chefs d'entreprise qui sont à l'issue de ces clubs, c'est colossal. C'est colossal. Je tiens à dire qu'on est des indépendants, que je veux rester dans les clubs charentais. Je n'irai pas au-delà. C'est bien. Mais oui, c'est bien sûr. Vous dites que vous participez, vous êtes au SA15, vous êtes à la CFC également, je crois, l'ETEC cette année. Et vous en servez comment de ces partenariats? Faire plaisir à vos salariés, emmener des clients, faire du business, c'est du simple mécénat? Non, c'est pas du simple mécénat. La philanthropie ne me touche pas encore. J'en suis pas là. Mais oui, bien sûr, on accueille pour le SA15 entre 15 et 18 clients à laquelle on fait partager qui ne connaissent pas forcément le rugby. Donc c'est un partage. D'autres chefs d'entreprise qui n'y sont pas, à qui ça peut donner des idées. Au foot, c'est un peu moins important, mais je me dois d'y être parce que nous nous connaissons depuis de très nombreuses années et nous échangeons aussi également une partie commerciale, tous les deux. Et puis les textes, c'est un petit peu plus récent. Le directeur, parce que tout ça, c'est grâce à une équipe, ce que je fais, c'est grâce à Benjamin Benon, qui est le directeur général de la boutique, mais aussi Sylvain Boutin, qui s'occupe du marketing, que certains connaissent bien. On essaye de faire un peu plaisir à tout le monde, mais ça s'arrête là. On est vite arrêté par l'aspect financier. Mais on fait découvrir, on a une loge, on fait découvrir aux clients et puis on prête des automobiles pour le SA15. Voilà. Patrick, Jean-Charles, Didier, vous êtes aussi chef d'entreprise. Cette casquette, elle vous aide à démarcher vos collègues ou au contraire, ça vous ferme d'entrer la moitié des portes et facilite que l'autre moitié? Non. Forcément, quand on se lance et qu'on recherche de l'argent, on va d'abord rayonner autour de notre réseau personnel. Chacun a son réseau et on va chercher les copains qui nous aident volontiers. Et donc voilà, Jean-Christophe nous donne un petit coup de main au foot. Et donc ça, c'est le premier réseau. Après, moi je voulais juste dire deux choses parce qu'il faut, je pense qu'il faut le dire. Pour le foot, le SA15 nous a ouvert toutes les portes. Ils ont éduqué le milieu économique à mettre de l'argent pour le sport de haut niveau. Merci Didier, ça m'a rien coûté, c'était génial. Non mais vous avez ouvert les portes et ça a donné une dynamique. Prendre un pourcentage. Ça a donné une dynamique et ça a sensibilisé le monde économique à l'apport que pouvait avoir le sport de haut niveau.
Voilà. Nous, on y a rajouté autre chose au foot parce qu'il faut être différent, on n'a pas de niveau encore. Donc on a mis tout un contexte autour du monde économique en faisant des formations pour les chefs d'entreprise, un parcours du dirigeant. On fait venir des experts français sur une journée, on met 15 dirigeants. Et voilà, je fais des conférences 2 fois par an. Donc on essaie d'y mettre, je dirais, d'attraper et de sensibiliser et de faire venir dans nos filets les chefs d'entreprise. Alors le haut niveau, naturellement, attractivité normale. Nous, on a une attractivité normale parce que voilà, aujourd'hui, le club d'Angoulême est reconnu de foot avec des valeurs très, très fortes, posées, indiscutables, malgré que le foot soit pas très bien vu. Nous, on a réussi aussi à créer cette dynamique-là et on apporte aussi aux chefs d'entreprise un réseau. Je vous dis, on est 300 aujourd'hui partenaires. On fait des tables ouvertes une fois tous les 15 jours. Les tables ouvertes aujourd'hui réunissent jusqu'à 80 chefs d'entreprise par midi. On y vient parce qu'on a envie, on n'impose rien. Donc on a une vraie dynamique. Donc tout ça se construit, voilà, avec les valeurs. On est un petit peu différent avec Didier, mais on arrive à fédérer et à faire en sorte que les entreprises nous accompagnent. Et je crois qu'il y en a encore sous la semelle. On parlait du niveau tout à l'heure, c'était ça la deuxième partie de ta question. Les budgets, 6 millions, 1 million. Je crois que Didier aujourd'hui c'est 8 millions ton budget à peu près. Avec les espoirs, c'est à peu près 8 millions. Nous, l'année dernière, on a fait 1,9 million, on a baissé cette année un petit peu. Je pense, Jean-Charles, tu dois être 1,6, voilà, Barbezieux, voilà. Donc, on a capacité, je pense, à vous dire. Notre seule responsabilité, je pense, c'est que si on veut faire venir les personnes au stade, les partenaires, il faut qu'on soit attractif sportivement, il faut qu'on ait un niveau de parcours client chez nous de très haut niveau, ce qu'on n'a pas aujourd'hui avec nos infrastructures, ce qu'il faut aller chercher. Et à partir de là, forcément, si on réunit ça, on va donner aux gens de venir et de nous aider et de nous accompagner. Oui, et puis j'ai envie de dire aussi à nos élus, on participe au développement des clubs, mais aussi toutes les entreprises, là je parle, au développement du territoire. Ça, c'est local. Ça n'a pas de prix. C'est l'investissement quand on connaît. Je te laisse parler. On va plus loin, parce qu'on n'arrête pas de parler. On n'est pas des gens qui faisons la mendicité. Attendez, ce que je suis en train de dire, c'est que cet argent, c'est de l'investissement. Qu'est-ce que ça rapporte? Personne ne parle de ce que ça rapporte derrière. C'est pas de l'argent jeté en l'air. Vous savez, je suis arrivé ce matin, je vois ce forum des sports, c'est la première fois que je viens ici. J'ai été scotché par le nombre de personnes qu'il peut y avoir. Mais un jour, il y a des élus qui ont fait l'espace Cara. Ils ont investi et ça leur rapporte. Et le SA15, comme le foot, comme Meta, mais ça rapporte en communication et ça rapporte aussi financièrement. L'oubliez pas. En fait, c'est pour ça, quand on dit le SA15 monopolise une grosse partie des subventions, mais combien le SA15 rapporte ? Et combien le foot? Et les chefs d'entreprise, c'est pas des philanthropes non plus. Mais pourquoi ils viennent au SA15? Pourquoi ils viennent au foot? Mais ça leur rapporte. Combien j'ai rencontré de chefs d'entreprise? Moi, je les mets en rapport les uns les autres. Et ils font des affaires. Et pourquoi à La Rochelle? Mais le plus gros espace commercial de la Charente-Maritime, c'est le club de rugby de La Rochelle. Citez-moi des entreprises de La Rochelle, vous en connaissez pas? Alstom. Par contre, voilà, tu m'en as cité une, tu rigoles. Je suis Rochelet, c'est trop tard. Mais tu rigoles. Mais en fait, 80% de l'économie se passe autour du stade. Voilà, c'est moi ce que je vous parle en tant que chef d'entreprise. Je ne vous dis pas de l'argent mis en l'air, c'est de l'argent qui vous rapporte et qui rapporte au département. Bon, on leur retourne. On va conclure. Les 3 présidents. Cette année, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Patrick? Nous, de nous maintenir. Parce qu'il y a eu une réforme de championnat depuis 2 ans où le niveau s'est resserré. Il y a eu une trentaine de clubs qui sont descendus. Il ne reste plus que 3 poules. La Fédération française a eu la très bonne idée de nous envoyer dans la poule du Sud-Est, où sportivement c'est le plus haut niveau, avec des budgets de 6 millions, 4 millions. Et nous, on est un peu le petit poussé. On n'est pas prêt On n'était pas prêt, mais on va y aller quand même, avec 20 000 km à l'année, 100 000 € de budget de déplacement pas prévu. J'ai vu une vidéo du départ de tes joueurs hier soir, c'est impressionnant dans le bus couchette. Voilà, bus couchette. Je sais pas à quel état ils seront ce matin. Hein. On l'a fait déjà contre Grasse. Mais donc l'idée cette année, c'est de vraiment se maintenir en attendant que les infrastructures poussent. Voilà, donc on va souhaiter de se maintenir pour cette année. Je fais mon guirou, voilà. C'est pas mal. Qu'on tamponne les infrastructures et qu'on ait comme ça la capacité de se projeter à 5-10 ans et avoir une ambition beaucoup plus posée. D'accord.
3. Et j'ai dit les 3 présidents, mais l'entraîneur et l'athlète aussi, du coup on va faire dans l'ordre. Nicolas, Meta, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? De continuer à progresser, d'aller le plus loin possible. Ouais, alors moi je dirais, on va dire, commencer à mettre les pieds dans le haut niveau pour Meta. Là, elle est qu'à 3e du record d'Europe d'une certaine Femke Ball qui est vice-championne olympique. Si on prend toutes les finalistes olympiques, Meta court plus vite que toutes ces filles-là au même âge, sauf une. Donc voilà, elle reste encore jeune. L'objectif, on va dire, c'est plus un objectif à moyen long terme, mais c'est d'essayer de continuer à la préserver et essayer de trouver des partenaires pour pouvoir l'accompagner et essayer de mettre les pieds petit à petit dans le haut niveau, quoi. Merci Nicolas. Jean-Charles? Alors moi, je vais être un peu plus généraliste, c'est ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je continue à faire vivre ce club avec... on a mis en place un organigramme, on a la chance d'avoir des jeunes anciens qui étaient partis du club, il n'y avait plus personne, et les anciens sont la mémoire du club, et c'est eux, on voit le Stade Toulousain, le Stade Toulousain, on est joueur, on passe ensuite éducateur, entraîneur, puis on peut finir président de club comme la Croix. Donc en fait, c'est les garants du jeu toulousain, tous ces gens-là, qui soient joueurs ou qui deviennent présidents ensuite. Donc ça, c'est hyper important dans un club. C'est la mémoire des anciens. Donc, et puis après, ce que je voudrais dire, plus généralement, c'est que vous avez quand même, sûrement autour de cette table, des gens qui sont rares parce que ils ont mis les mains dans le cambouis. Et sans qu'on leur demande, parce que ils ont envie, ils sont ambitieux ou ils sont challengers. Et moi je pense que, je parle pour les élus, les collectivités, ça serait bien on cartographie les gens qui s'investissent dans les clubs. Il y en a qui s'investissent et ils s'investissent pour avoir le nom, mais sans avoir pour ambition de construire le club. Et ça, ces gens-là, ils dureront jamais. On l'a vécu dans plein de clubs et on le revivra demain. Et moi, ce qui m'importe, c'est que je serai élu ou j'aurai des finances à distribuer. Et j'aimerais aller dans le club, par exemple un club comme Cognac, pour ne pas le citer, où on se bat au quotidien pour faire revivre ce club. C'est aider quand même, avoir une aide exceptionnelle à un moment donné pour dire, là il y a quelques types à qui se sont associés, ça va être des bons mecs, on va leur demander aussi parce que souvent, trop souvent, on donne de l'argent et puis finalement cet argent, on se souciait pas de dire qu'est-ce qu'elle devient. Mais moi je suis prêt à ouvrir mes livres de compte en disant voilà, on fait ça pour les gamins, on fait ça pour son entraînement labellisé, on fait ça pour les seniors, les déplacements, les hôtels, les trucs carrés. Moi, je veux que ça soit transparent, mais être aidé. Et là, aujourd'hui, je pense que souvent, on en donne un peu partout, en sachant qu'un peu partout, il y en a il y a de l'argent qui sera dilapidé, et on peut pas donner à tout le monde, c'est impossible. Donc, il faut faire des choix. Et ces choix-là, il faut les faire en fonction des hommes qui sont à la tête des clubs et qui ont vraiment envie de faire avancer ce club et de les faire grandir. Ok. Voilà. Didier? Nous, on va d'abord espérer le maintien, ça c'est une première chose, et après essayer d'aller tutoyer les 8 premières places, voilà, c'est ce que je souhaite. Mais surtout, c'est de continuer à développer cet état d'esprit que vous avez vu hier, parce que je crois que c'est notre principale victoire d'hier soir, un état d'esprit qui fait qu'on aime le maillot et qu'on se défonce pour représenter notre club. Voilà. Ok, par contre, ce sera les 6 premières places, pas les 8. D'accord. Voilà. Bon, merci à tous, mesdames, messieurs. Merci au public qui est venu assister à cette émission. Virginie va passer avec sa casquette. Vous pourrez donner ce que vous voulez. Ce sera pour les bonnes œuvres de la Charente libre. Merci Ismaël. Vous pouvez rester tout au long du week-end, découvrir l'exposition photo et des historiques de Charente libre. Il y a des photographes et des journalistes pour vous accueillir, vous les expliquer, vous faire découvrir notre métier. Et demain matin, 11h, un autre débat. À l'heure des réseaux sociaux, à quoi sert un journal local, sera animé par nos collègues Stéphane Urbachtel et Julie Pasquier. Et on remercie enfin Kylian et Olivier à la régie. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Et merci à vous.